Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts où on va passer l'actualité de la semaine en revue. Pour la dernière fois de la saison, on reviendra avec un autre type d'émission des experts pendant l'été. Mais aujourd'hui, on va parler de déconfinement, on va parler de tourisme, on va parler d'indépendance et de bien d'autres choses encore. Et évidemment, mesures de distanciation physique oblige, on a 2 experts au lieu de 4 et un invité au lieu de 2. Alors les experts, on commence tout de suite par Stéphanie Meyer, qui est rédactrice en chef adjointe de BX1. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour tout le monde. Voilà, Marcel Sel, qui lui est blogueur et écrivain. Bonjour Marcel. Bonjour Jean-Jacques. Premier sujet, les explications de la phase 4 qui démarre donc le 1er juillet. CNS mercredi, au cours duquel la Première ministre a remis en garde contre le relâchement coupable et le relâchement des gestes barrières. Et elle a détaillé aussi des mesures d'assouplissement. Reportage Thomas Dufrane et Elodie Fourneau. Verra-t-on ces images cette année à Bruxelles, la foire du Midi, l'un des événements phares de l'été dans la capitale. Aucune annulation officielle pour l'instant, mais si l'on s'en tient à l'annonce du Conseil national de sécurité, l'événement ne répond pas aux nouvelles recommandations. Maximum 400 personnes pour les événements extérieurs comme un concert ou une manifestation et maximum 200 personnes pour les événements qui se tiennent à l'intérieur. On pense ici au théâtre, au cinéma ou au congrès. Il y a toute une série de règles à respecter. Il faut bien tenir ça en compte. Il ne s'agit pas de se dire que demain, on peut à la maison recevoir 200 personnes pour faire la fête. Il ne s'agit pas du tout de ça. En fait, dès le 1er juillet, soit mercredi prochain, chaque événement sera analysé par les autorités en fonction de son risque sanitaire. Pour les événements dits plus ponctuel dans l'espace public, un outil en ligne sera disponible, on appelle ça la matrice, sera disponible à partir du 1er juillet et servira de référence aux autorités locales dans l'octroi des autorisations pour ces événements. Concrètement, il s'agit d'un outil développé par le secteur de l'événementiel. Un des paramètres, c'est est-ce que l'événement est en intérieur, est-ce qu'il est en extérieur, quel est le public qui va venir à l'événement, quelle est la durée de l'événement, quel est le contenu de l'événement, est-ce qu'on sert à manger, est-ce qu'on sert à boire. Donc tous ces paramètres ensemble et toutes les mesures qui sont prises à l'encontre de ces paramètres vont pouvoir augmenter ou essentiellement diminuer le risque de propagation. Si les mesures sanitaires le permettent, ce nombre de participants maximum à un événement sera doublé dès le 1er août. Le secteur de l'événementiel se dit aujourd'hui rassuré. Autre grand événement qui doit avoir lieu le mois prochain, le défilé du 21 juillet. Il prendra cette année une autre forme avec un hommage aux victimes du Covid-19 et au personnel soignant. L'absence de fêtes au parc et de feux d'artifice ne nous empêchera cependant pas de célébrer cette journée à Bruxelles et dans les autres régions du pays. On a prévu différentes prestations artistiques dans des lieux symboliques qui mettront notre pays et ses artistes en lumière. Évidemment, ces mesures pourraient être adaptées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Alors Stéphanie Meyer, cette phase 4, est-ce qu'elle est plus claire que la phase 3 et que la phase 2 et que la phase 1 ? En tout cas, là, on a toute une série de précisions et puis ça nous donne des balises pour l'été. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est un petit peu au bout d'un processus, même si on sait que la crise du Covid n'est pas terminée. L'édito du soir de jeudi, donc au lendemain de ce Conseil national de sécurité, était intéressant. Il titrait « Mais qui va veiller sur nous cet été ?» Alors c'est vrai qu'on sort en fait d'une période qui était très très balisée, très structurée. On attendait un petit peu ces grands messes du Conseil national de sécurité pour voir un petit peu quels allaient être les impacts immédiats sur notre vie quotidienne. C'était aussi la force des pouvoirs spéciaux dans laquelle on était, où le gouvernement prenait des décisions. Par arrêté ministériel, on avait directement des applications, alors que d'habitude, ça prend plus de temps, la mise en place des différentes lois. C'était aussi sa faiblesse parce que, comme les décisions allaient rapidement, dès qu'une décision tombait, on recevait, nous, une avalanche de communiqués de presse disant « Ah, mais nous sommes les grands oubliés de cette décision, on n'a pas tenu compte de notre situation. » Donc voilà. C'est une page qui va se tourner. Mardi, c'est la fin des pouvoirs spéciaux. On va se retrouver avec un gouvernement fédéral qui est un gouvernement ultra minoritaire, avec 38 sièges, alors qu'il en faut 76 pour gouverner. Et toujours cette question politique épineuse, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Et vous, Marcel Sel, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Exactement dans le même esprit. On n'est pas sorti de la crise, on est à un moment de la crise, qui est un moment qui est certes relativement apaisant, on peut faire des choses qu'on ne pouvait plus faire, mais le virus est toujours là, il est toujours susceptible de revenir, on l'a vu notamment en Chine, on l'a vu en Allemagne, et donc la chose qu'on a, c'est qu'on le connaît mieux, que les gens sont plus habitués à vivre avec des mesures barrières, mais en même temps,
on pourrait avoir besoin de prendre des décisions très rapidement cet été. Et je trouve que le politique est revenu extrêmement vite avec cette manie de la crise en Belgique où personne ne s'entend, où faire un gouvernement semble impossible, ou sera peut-être impossible. Et on dit, voilà, c'est la fin des pouvoirs spéciaux, c'est bien, on va pouvoir revenir à quelque chose de normal, alors que moi, je suis plutôt inquiet. Je pense qu'on aurait dû, à voir si c'était possible, mais on aurait peut-être dû garder une forme de pouvoirs spéciaux, ne fût-ce que conditionnels. Mais il était prévu de pouvoir les prolonger pendant 3 mois. Oui, tout à fait. Donc vous regrettez déjà les pouvoirs spéciaux, vous? Quelque part, je les regrette. Mais on est dans un pays très individualiste. J'ai pu comparer beaucoup la situation en Corée avec la situation en Belgique. En Corée du Sud. En Corée du Sud, bien sûr. Oui. Et en Corée du Sud, ils n'ont absolument aucun problème à donner les noms des gens qu'ils ont vus, ils n'ont aucune paranoïa par rapport à leurs gouvernants, alors que chez nous, on a l'impression que dès qu'on donne un tout petit bout de vie privée, ça va devenir Big Brother, et d'ailleurs c'est ce qu'on lit souvent sur les réseaux, oui, mais on est dans une dictature en devenir, il y en a même qui imaginent qu'on a créé le Covid pour instaurer une dictature, et je pense que c'est peut-être notre plus grande qualité, qui est cette faculté à accorder une très grande liberté aux citoyens. C'est aussi un de nos gros défauts quand il s'agit de maîtriser une pandémie comme celle-là. Et dernière chose, on le voit très bien aux États-Unis, où là, la liberté est encore beaucoup plus criminelle, je veux dire, quelque part qu'ici. Eh bien, on va voir si notre invitée, Françoise de Smet, regrette aussi les pouvoirs spéciaux. Donc dans Les Experts, aujourd'hui, nous recevons Françoise de Smet, qui est chef de groupe PTB au Parlement bruxellois. Donc je vous pose la question, cette période des pouvoirs spéciaux pour le gouvernement fédéral, c'était ce qu'il fallait faire? Je sais que vous n'étiez pas favorable à ces pouvoirs spéciaux. Est-ce qu'aujourd'hui, 3 mois après, vous dites, finalement, ça a permis de bien faire fonctionner l'État? Mais donc, d'abord, bonjour. Donc, effectivement, on s'y est opposé dès le départ. D'une part, parce qu'on estime que ce n'était pas nécessaire pour gérer la crise. Et d'ailleurs, en Flandre, il n'y a pas eu les pouvoirs spéciaux qui ont été votés, contrairement aux autres niveaux. Et puis, ce qu'on a pu observer quand même aussi au cours de ces pouvoirs spéciaux, c'est qu'il y a plus de débat démocratique. On ne peut pas remettre en question, évidemment, les arrêtés que le gouvernement met en place. Et quand on voit Maggie De Blok, la ministre de la Santé, qui débarque avec des arrêtés de réquisition du personnel des soins de santé, alors qu'ils ont été sur la brèche depuis le début pour sauver des vies. Ça a justement été discuté, oui, ça a même été retiré. Oui, mais elle est quand même venue... Ah oui, grâce à la mobilisation, c'est surtout ça qui a fait reculer Maggie De Blok. Donc voilà, on peut quand même se poser des questions sur le manque de débat au cours de ces pouvoirs spéciaux. Donc je veux dire, même ici au Parlement bruxellois, donc, le débat est réduit à peau de chagrin. Donc le gouvernement vient avec des décisions, on peut poser des questions, mais... dans l'ensemble, c'est fait. Donc vous êtes plutôt favorable à cette fin des pouvoirs spéciaux, que ce soit pour le gouvernement bruxellois, le gouvernement fédéral. Et je note que vous signalez que le gouvernement flamand, lui, n'a pas dû avoir besoin des pouvoirs spéciaux, et que donc le modèle NVA, CDNV, OpenVLD est un bon modèle. C'est pas ça que j'ai dit. J'avais mal compris. J'ai dit juste qu'ils n'ont pas utilisé les pouvoirs spéciaux là-bas. Mais pour revenir peut-être sur... parce que j'entendais ce que vous disiez aussi, monsieur. Sur l'aspect, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas forcément besoin pour gérer cette crise? C'est qu'effectivement, à partir du moment où la population a confiance dans ses dirigeants, on voit que les mesures sanitaires peuvent s'appliquer sans qu'on ait besoin de beaucoup de répression. Donc, je veux dire, quand on a commencé à voir le fiasco de l'affaire des masques se mettre en place, là on a vu la dégringolade effectivement de la confiance de beaucoup de gens dans la population par rapport au gouvernement, et c'est évidemment dans des cas comme ça que c'est beaucoup plus compliqué d'appliquer les mesures. Et puis deuxième chose, ce qui est très, très important pour gérer la crise aussi, c'est nos soins de santé qui doivent être efficaces, qui doivent être performants. Et ça ne dépend pas spécifiquement des pouvoirs spéciaux maintenant, ça dépend de tout ce qu'on a fait déjà avant. Donc le problème qu'il y a eu de faire 900 millions d'économies dans les soins de santé, c'est ça qui est problématique.
Et les pouvoirs spéciaux n'allaient pas résoudre ça. Non. Et les soins de santé, maintenant, vous trouvez qu'ils ont bien fonctionné, mis à part les masques, dont vont parler, les protections. En tout cas, en termes d'hôpitaux, de soins de première ligne aussi, chez les médecins généralistes, dans les maisons médicales, est-ce que ça a bien fonctionné? En tout cas, certainement au niveau de tout ce que le personnel a mis en place comme énergie, etc., pour sauver des vies, évidemment. Ça, je pense que tout le monde a bien vu qu'ils étaient là au taquet. Maintenant, ils n'avaient pas de matériel en suffisance pour se protéger. Ça, c'est pas de leur faute. C'est l'anticipation du politique à ce niveau-là qui n'a pas été correcte. Et les économies, oui, ils sont déjà arrivés fatigués au moment de la crise. Donc ça fait 1 an déjà qu'ils se mobilisent. Ça a débouché sur le fond des blouses blanches, entre autres. Donc manque de personnel et le matériel de protection qui n'était pas là, etc. Donc c'est à ce niveau-là surtout qu'il y a eu des problèmes. Oui, parce qu'au niveau de l'infrastructure, on peut dire, si on compare la Belgique à d'autres pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, etc., on a quand même très bien résisté. C'est donc qu'il y avait quand même au départ un investissement qui était important, peut-être pas suffisant, mais on peut dire que le personnel soignant a certes été mis à rude épreuve, comme partout, cela dit, mais au niveau de l'infrastructure, les lits de soins intensifs, il y en avait suffisamment. Il y en a eu suffisamment, même plus que prévu, donc il y a quand même une action qui était positive là de la part de... Tout à fait, donc on a un système de soins de santé qui est clairement meilleur que dans d'autres endroits, mais maintenant... les leçons qu'on tire quand même maintenant, c'est qu'on doit quand même investir dedans et pas faire des économies et certainement maintenir au moins ce système et le faire encore avancer, ça c'est clair. Quand vous dites qu'il n'y avait pas de débat démocratique lors des pouvoirs spéciaux, on le sait bien, c'est pour une période limitée, pour un certain type de mesures, mais on savait quand même qu'après il y aurait une commission d'enquête ou spéciale, c'est ça d'ailleurs ce qui est en train de se mettre en place maintenant, où on allait quand même demander des comptes, donc c'était pas un blanc-seing qui était donné au pouvoir politique en place. Il y aurait quand même un débriefing qui se ferait a posteriori. Je pense que c'est pas si automatique. Donc, je pense que le fait, par exemple, que nous, on est venu avec la proposition de faire une commission d'enquête assez vite, a mis une pression pour qu'il y ait effectivement un bilan qui soit fait. J'ai pas l'impression qu'on aurait systématiquement été vers une commission même spéciale, comme c'est prévu maintenant au gouvernement fédéral, s'il n'y avait pas eu une pression qui avait été mise pour qu'on vérifie ce qui s'est passé. Parce que... du côté de la population, quand même, il y a une sorte... On a demandé à tout le monde une grande patience, de ne pas remettre les choses en cause, mais on sentait bien que ça montait quand même du côté de la population en disant à un moment on voudrait avoir du débriefing. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on y serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ces commissions spéciales qui s'installent donc dans les différents parlements, est-ce que c'est logique d'en installer une par parlement? Est-ce que ça ne va pas de nouveau être une espèce de lasagne de commission? Non, justement pas. Parce qu'on veut justement faire la lumière sur tout ce qui s'est passé à tous les niveaux. Donc il y a des compétences, notamment les maisons de repos, qui ont été entre autres transférées aux régions. Et on voit effectivement que la lasagne, c'était compliqué, parce que même malgré le fait qu'il y avait une task force au niveau fédéral où les ministres régionaux étaient là aussi, alors le fédéral était responsable des tests pour les fournir, mais finalement la mise en place était au niveau des régions. Donc on doit faire la lumière partout. Ça, pour nous, c'est essentiel. Mais d'abord, peut-être pour revenir aussi sur l'aspect différence entre commission spéciale et commission d'enquête, je pense que c'est important. Pourquoi nous, on demande une commission d'enquête, et d'ailleurs le CDH le demande aussi, c'est pour qu'on aille beaucoup plus en profondeur. Donc, avec une commission d'enquête, si vous voulez auditionner des personnes, elles sont obligées de venir. Si vous voulez avoir accès à tous les documents, ils sont obligés de les fournir aussi. Ce que vous n'avez pas quand vous avez une commission spéciale. Donc, et j'entends aussi des retours de terrain là-dessus, mais si, il faut une enquête, parce que sinon, on risque de rester dans une évaluation vague, et on a peur qu'il n'y ait pas des recommandations précises, qu'on ne tire pas un bilan efficace pour que, en cas de deuxième vague, j'espère qu'elle n'arrivera pas, on soit prêt, parce qu'on est quand même à plus de 1000 morts à Bruxelles dans les résidents des maisons de repos. On est à une surmortalité supplémentaire par rapport à d'autres endroits aussi. On doit faire la lumière là-dessus. Alors pour revenir sur la phase 4, il y a eu quand même pas mal de problèmes avec des rassemblements. On a vu ça à Flagey, on a vu ça à Anderlecht, il y a des manifestations qui sont prévues aussi. Est-ce qu'il y a moyen de manifester à 400, de faire des manifestations statiques? Est-ce que c'est possible? Vous qui avez l'habitude de parler de la rue, Tout à fait. Dites-nous un peu comment faire.
tout à fait possible, et on l'a encore vu hier avec le secteur culturel. Vous avez vu cette photo prise d'en haut, les gens étaient à distance avec un masque. Donc il y a tout à fait moyen d'avoir des actions collectives où on respecte les mesures sanitaires. Après, on trouve ça quand même un peu incohérent et pas logique que d'un côté, on permet à des milliers de personnes d'aller dans la rue Neuve où on n'est pas obligé de respecter les distances, où le masque n'est pas obligatoire, et que d'un autre côté, on exige d'être seulement à 400 personnes pour une action collective, une manifestation statique, etc. Il y a quand même quelque chose de pas logique là-dedans. Vous êtes pour le masque obligatoire partout ? Alors certainement là où on ne sait pas respecter les distances. Donc on a quand même bien vu que le masque a son utilité. Donc si chacun met un masque, on réduit quand même fortement la répartition des gouttelettes dans l'espace. Oui, donc ça veut dire dans l'espace public, dans les magasins ? Dans les magasins par exemple, oui. Pas dans l'espace public. Si vous pouvez respecter la distance, ça va, mais à partir du moment... Aller dans la rue Neuve quand il y a des milliers de personnes, c'est quand même pas évident. Mais dans la rue Neuve, des espaces de passage, la contamination est pratiquement nulle. Enfin, j'ai lu quelques études chinoises qui montraient qu'il n'y avait quasi aucun cas de contamination dans ces cas-là, alors que dans des réunions où des gens se côtoient pendant un certain nombre, un minimum de 20 minutes, une demi-heure, là, et donc dans une manif de proximité, on risque d'être tout le temps avec les mêmes personnes. Absolument. Donc je comprends que la population ne comprenne pas bien, mais nous voyons que ce ne sont pas les mêmes cas. Une manif qui bouge par rapport à la rue Neuve, ce sont deux choses qui sont en fait traitées différemment par les épidémiologistes. Tout à fait, oui, on l'a fait, les artistes l'ont fait. Les mains aussi. Je vous propose... Mais en tout cas, ce que je veux juste dire avec ça, c'est que on a quand même des craintes. Et c'est évident que les fêtes qu'il y a eu à Flagey, ça ne va pas. Donc là, on a des gens qui font la fête, qui transpirent, qui postillonnent les uns sur les autres, ils n'ont pas de masque, ça ne va absolument pas. On ne peut pas dans l'état actuel des choses permettre cela. Maintenant, on a quand même des craintes. Le fait qu'on a réduit si fortement la possibilité de s'exprimer et de revendiquer, parce qu'il ne faut pas oublier maintenant qu'on va avoir une crise économique quand même assez grave devant nous. On voit déjà Swissport, on voit Brentano, il y a plein d'endroits où il y a des faillites, des licenciements qui vont avoir lieu. On a les artistes qui se sont rassemblés hier. Tous ces gens, tous ces travailleurs doivent avoir la possibilité quand même de pouvoir s'exprimer et d'amener leurs revendications. Et tout en respectant les mesures sanitaires, ça c'est clair. Mais donc, à l'extérieur... Voilà. Vous lancez votre micro déjà de l'autre côté. À l'extérieur, dans des grands espaces, on peut très certainement respecter ces mesures sanitaires. À 400 et peut-être à on a des 800, craintes qu'il ne faut pas non plus que la crise du Covid servent à museler toutes ces personnes. Oui, mais juste une seconde, l'initiative des artistes était justement très forte. On va en parler tout à l'heure des artistes. Oui, mais ne spoilez pas toute l'émission. Alors, à propos de confinement, on voit beaucoup plus clair sur la manière dont ça fonctionnera dans les écoles, notamment à la rentrée. Pour l'instant, on est plus dans l'ambiance conseil de classe, dans l'ambiance diplôme. Pour certains, il y avait même un CEB, 460 petits Bruxellois étaient concernés. Reportage Marie-Noël Dinan et Jennifer Fuchs. D'un pas décidé, Zineb et Nour se dirigent vers la salle Aurore à Anderlecht. C'est là qu'elles passent l'épreuve du CEB, le fameux certificat d'études de base. Ces deux élèves de 5e primaire espèrent gagner une année. J'avais doublé en 2e année. Mais en fait, je voulais passer en secondaire avec toutes mes copines, alors j'ai fait une demande. Allez-y, bon travail. L'épreuve de mathématiques peut commencer. Parmi les 10 élèves présents, des enfants qui ont suivi l'école à domicile et d'autres qui ont suivi leur scolarité dans une école privée. Philippe Rome surveille le bon déroulement de l'épreuve, plus courte, 2 jours au lieu de 4. Elle vise à certifier les mêmes compétences que d'habitude, si vous voulez, mais on a vraiment ciblé l'essentiel. Et disons qu'ils devront montrer qu'ils sont capables de rencontrer ces compétences comme leurs prédécesseurs. Dans la salle, les règles de distance physique sont respectées et la concentration est maximale. J'ai fait des travaux avec ma sœur. Elle m'a mis sur l'ordinateur des CEB des années précédentes. Et après, je les ai faits et... Tu te sens comment? Bien. Un cadre malgré tout particulier aussi pour notre inspecteur, habitué à bien plus de monde ici. C'est une salle qui habituellement accueille entre 70 et 120 correcteurs, puisque le secteur d'Anderlecht est celui qui compte le plus d'élèves qui sont candidats au CEB. Donc, l'année passée, j'en avais 1200. Donc c'est 1200 fois 9 copies à corriger sur 4 jours.
Mais cette année, 2 correcteurs seulement suffiront. Le jury délibère jeudi et les parents reçoivent les résultats vendredi. Une attente pas forcément facile pour le papa de Zineb, néanmoins fier de sa fille. Je serai encore plus fier si elle réussit. Il y a toujours un petit stress. Bah oui. Au total, 225 élèves bruxellois ont passé ce CEB spécifique sur les 730 enfants concernés cette année en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, donc on a beaucoup parlé, c'est le moment de l'école, vous avez des enfants. Comment est-ce qu'on vit ça, cette période de fin d'année scolaire un peu bizarre? Je pense qu'au niveau de l'enseignement, c'est comme pour beaucoup de matières pendant la crise, c'est qu'on a vu qu'on a un enseignement qui est inégalitaire dans le sens où le confinement a vraiment mis en lumière que quand on n'a pas un ordinateur à la maison, quand on n'a pas une bonne connexion Internet, quand on n'a pas l'espace suffisant pour étudier, bah oui, c'est compliqué. Et donc maintenant, voilà, il y a le CEB qui est organisé, il y a eu des examens qui ont été organisés aussi au niveau du supérieur. Bon, on voit que les inégalités s'accentuent dans des moments comme ça aussi, parce qu'il y a des enfants qui ont pu mieux préparés entre guillemets que d'autres, dû aux conditions matérielles à la maison. Le retour à l'école en septembre pour tous. Ah, c'est le mieux. Je veux dire, donc les cours à distance, on reçoit des témoignages. Voilà, j'ai dû m'occuper de mon petit frère et ma petite sœur pendant le confinement. J'ai pas su suivre les cours en ligne. Bien, ma connexion Internet n'était pas bonne. Bon, voilà, ça c'est pas de la faute des enfants. D'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'idée des cours à distance pour vous? Ou bien ça a quand même une place dans l'enseignement de la rentrée? Je pense que si les conditions sanitaires ne permettent évidemment pas de revenir en vrai, il faudra l'organiser convenablement. Là encore, je pense qu'on n'est pas prêt. Donc de pouvoir fournir suffisamment d'ordinateurs à chaque élève. Donc ils ont fait une enquête, c'est 56% des enfants du secondaire n'ont pas un ordinateur propre pour travailler. Donc on va devoir fournir du matériel si on veut que chaque élève ait accès alors à ses cours en ligne. Et puis l'e-learning, c'est pas si simple. Je veux dire, un professeur qui a l'habitude de donner cours en vrai, on va dire, en présence physique, c'est pas si automatique de pouvoir donner cours. Ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend. Donc il va falloir former, il va falloir engager du personnel pour aider tout ça. Et là-dessus, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a eu des circulaires qui ont été données aux écoles, mais en termes de moyens maintenant, donc on annonce 4000 je pense, ordinateurs qui vont être fournis, mais on a 400 000 élèves au niveau de l'enseignement secondaire. Mais au-delà de la question même du matériel, je pense qu'il y a une question il faut apprendre à appréhender le travail numérique à l'école, même si tout se passe bien et que les enfants sont à l'école 4 ou 5 jours semaine à la rentrée. Moi, j'ai vu des ados qui sont des champions d'Instagram et jeux vidéo, mais qui ne savent pas utiliser un traitement de texte et qui ont passé plus de temps à faire de la mise en forme et gestion des travaux qu'à faire le travail eux-mêmes parce que ce ne sont pas des outils auxquels ils sont habitués. Et donc, au niveau du travail de l'école, il y a peut-être une réflexion à mener à ce niveau-là sur, tiens, travaillons avec les ordinateurs au quotidien, comme ça, en cas de crise, on peut basculer dans une des phases qui a été prévue avec travail à domicile et ça se passe de manière efficace. Mais l'improviser comme on a dû le faire ici, c'est compliqué. Pas le choix, effectivement. Marcel Sel? Oui, est-ce que quelque part le point le plus problématique, c'est pas la connexion Internet, parce qu'en fait, trouver des ordinateurs, ne fût-ce que de seconde main, ou même prévoir un achat de tablettes pour tous les élèves. Il y a des pays qui l'ont fait, c'est un budget, mais bon. Mais à l'arrivée, le problème qui se pose devient la connexion, où effectivement, soit on a un Wi-Fi qu'on partage à 5-6 qui est relativement faible, soit on a une 4G qu'on doit couper très vite parce qu'elle coûte trop cher. Absolument. Est-ce que là, il n'y a pas des interventions possibles? Oui. Est-ce qu'il y a une inégalité dans la connexion? Il y a une inégalité dans la connexion. Il y a une inégalité dans le numérique tout court. Parce que, la fracture numérique. Il y a la fameuse fracture numérique. Donc tout le monde n'a effectivement pas accès à Internet à la maison. Et puis je dirais il y a aussi la question de l'espace, parce que quand vous êtes dans des petits appartements, vous avez 4 enfants et qui doivent à plusieurs loger dans une chambre et qu'il n'y a pas l'espace même dans le salon pour pouvoir travailler, etc. Ça, c'est toutes des conditions matérielles évidemment qui compliquent beaucoup les choses. Et puis il y a tout l'aspect aussi, est-ce que papa et maman peuvent aider ou pas, parce que quand vous êtes retiré de l'école où il y a des professionnels qui sont là pour encadrer vos enfants et que ça vous retombe sur le dos,
Si vous n'avez pas la capacité d'aider vos enfants, ça devient aussi très compliqué pour les enfants. C'est-à-dire on doit former les enseignants à l'e-learning et former les parents à l'enseignement. Pas forcément former les parents, mais je veux dire qu'il y ait un suivi, et c'est pour ça que je dis qu'il faut engager plus de personnel au sein des écoles aussi, parce qu'on a vu qu'il y a eu un gros problème aussi de décrochage. Il y a des enfants, on ne sait pas du tout pendant 3 mois ce qu'ils sont devenus. On n'a plus de contact. Et donc rien que ça, d'avoir un contact avec les enfants au niveau de l'école est super important, sinon on ne veut pas qu'ils décrochent complètement. Mais est-ce qu'il n'y aura pas toujours ce problème, parce qu'il y a, par la force des choses, il y a des parents qui ont un bagage culturel plus important que les autres, et on voit que ça se pérennise quand, en règle générale, des enfants d'universitaires auront plus de chances de réussir à l'université, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ce fait qui est universel et qui est... Mais raison de plus pour justement investir dans l'enseignement et donner des moyens pour qu'ils puissent même intervenir à distance, parce que c'est le lieu où tous les enfants se rassemblent. Ouais. Là, on est sûr qu'ils y vont, l'enseignement est obligatoire. Là, il n'était pas, en l'occurrence. Et là, on peut, avec des investissements de l'État aussi, prendre ça en main, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir régler toutes les inégalités au sein des familles, une par une. Donc, c'est au sein de l'école et de l'enseignement. Je pensais à de l'éducation populaire pour adultes, des choses comme ça. Oui, vous faites des maisons médicales. Pourquoi vous ne faites pas de l'éducation populaire? C'est toujours possible aussi. Mais je veux dire, on ne va pas tout résoudre comme ça non plus. Je pense que l'enseignement... le fait qu'on a des remédiations qui se font correctement au sein des écoles, etc. Et il faut des moyens pour ça. Mais on voit qu'en Finlande, ça fonctionne très bien. Dès qu'un enfant a un problème en Finlande, hop, on le prend sur le côté, on améliore ce qui ne fonctionne pas, et ils ont un taux de réussite bien supérieur à... Les prisons en Finlande et les écoles en Finlande, c'est nettement mieux. Je crois qu'on doit tous aller vivre en Finlande. Je ne sais pas pourquoi. Ou appliquer ce qui marche ici. C'est une meilleure solution. Alors, je vous propose de parler de culture à présent. Elle se déconfine, mais... Il y a de nombreux soutiers du spectacle qui ont manifesté jeudi dans une action symbolique qui s'appelait Still Standing. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, Françoise de Smet. Ils disent souvent dans le monde culturel et du spectacle qu'ils sont les oubliés. Est-ce qu'ils sont les oubliés? Est-ce qu'ils sont les seuls oubliés? Ils ont clairement été oubliés. Donc, je veux dire, il y a des personnes, ça fait 3 mois qu'elles n'ont aucun revenu. Rien. Donc, au niveau du gouvernement fédéral, on a vu tous les partis d'accord pour faire quelque chose pour la culture, mais au moment où il a fallu voter, c'était fini. C'est-à-dire, oui, il y a des partis flamands il y a 4 partis du côté néerlandophone, effectivement, qui ont bloqué les choses. Mais je veux dire, à part les aides régionales maintenant qui ont été promises, et encore, même la toute première ici à Bruxelles, 2 500 €, j'entends qu'elle n'est toujours pas arrivée sur les comptes en banque des artistes. Je veux dire, il faut vous imaginer quand même, pendant 3 mois, vous n'avez rien comme revenu. C'est hyper stressant. Donc, comment vous vous posez des questions sur comment même vous allez manger. Enfin, comment est-ce possible dans un pays comme la Belgique? Normalement, elle devrait être votée le 9 juillet. On avait craint que ce soit reporté à beaucoup plus longtemps, mais donc effectivement, l'avis au Conseil d'État a été demandé, ça devrait revenir le 9 juillet. Mais bon, ce n'est qu'un des éléments. Ce qui était intéressant dans la crise ici a mis en exergue finalement le statut d'artiste, qui est quelque chose de très compliqué et de multiforme, et c'est ça qui rend les choses difficiles. Il y a un sentiment de 2 poids 2 mesures, on l'a évoqué. Il y avait une caricature qui a circulé, qui était assez intéressante, où on voyait un artiste qui parlait à un pilote de Brussels Airlines et qui lui disait mais si vous ne pouvez pas faire votre métier sans aide du gouvernement, faites-le alors en hobby. Et je trouvais que c'était pas mal parce que ça montrait bien, finalement, il renversait la situation de choses qui sont souvent dites aux artistes en disant mais il y a un manque de considération, voilà, ce sentiment. Est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est une occupation? Est-ce que faire de la culture c'est occupationnel ou est-ce que c'est un métier? Je pense qu'il y a les deux. Ce qu'on a surtout vu pendant la crise, c'est que la culture, elle fait aussi partie des éléments essentiels dont on a besoin. Donc ça nous a permis de nous occuper pendant le confinement. Il y a aussi effectivement des gens qui s'y sont mis, que ce soit peinture, au balcon, de toutes sortes de choses. Ils sont devenus créatifs aussi. Et donc dans ce sens-là, oui, on voit que ça peut effectivement être un hobby. Mais pour les personnes qui veulent en faire leur métier, et donc ce qu'on a pu observer par exemple, parce on avait organisé justement une rencontre avec des artistes avec le PTB pendant le confinement, ils disaient, voilà, heureusement que j'avais mon statut d'artiste, donc j'avais quand même une base pour pouvoir manger et me loger. Après, tout ce que je fais en plus de contrats autour est tombé à l'eau, évidemment. Et donc, pour vous dire, comme je trouvais que ça allait loin, parce qu'ils se trouvaient eux-mêmes privilégiés par rapport à tous ceux qui n'ont absolument rien eu
pendant ces 3 mois, effectivement. Et donc, dans ce sens-là, on est vraiment pour qu'il y ait de nouveau un accès plus facile à ce statut d'artiste, qu'il y ait au moins une base pour que les gens survivent. Aujourd'hui, c'est trop compliqué et ça crée des situations. Oui, c'est très réduit. Oui. Marcel Sel, pour conclure là-dessus. Oui, et d'ailleurs, il y a l'artiste est multiforme. Il y a vraiment tous les cas. Je dirais c'est un peu comme les restaurateurs. Il y a des restaurateurs qui ont pu s'en sortir, d'autres qui étaient déjà au bord qui comptaient sur la période de juillet, mai-juin, où les gens recommencent à venir en terrasse, etc., et qui l'ont pas vu arriver et qui se sont plantés à cause de ça. Et donc, mais sur l'artiste, la question est toujours, mais qui est un artiste ? Est-ce que c'est juste le fait de se déclarer artiste, ou est-ce qu'il faut un talent qui puisse être reconnu par d'autres ? Et là est la grande question, parce que ce que je remarque, c'est que la grande scission, indépendamment de ceux qui s'en sont sortis et ceux qui s'en sont pas sortis, c'est entre les artistes subsidiés et les non subsidiés. Et j'entends quand même beaucoup de gens qui se plaignent du fait que les aides vont aller aux artistes qui ont déjà des subsides. Comme si, en plus du fait que le fait d'être un artiste n'est pas vu comme une profession, alors que ça l'est quand on fait ce qu'il faut pour l'être, mais en plus il y a cette différence entre artiste subsidié reconnu quelque part par l'État et le reste, notamment au niveau du rire, qui n'est absolument pas reconnu et qui est méprisé en fait finalement par tout le monde. On est des clowns. Les exemples des humoristes, des magiciens, des jongleurs ou je sais pas quoi, qui eux ne sont pas repris comme des artistes subsidiés, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il faut une carte pour être journaliste ? En fait, c'est ça. Pour être journaliste. Est-ce qu'il faut une carte pour être artiste ? Est-ce une carte officielle ? C'est une question difficile et je dirais au-delà de ce débat-là, même aussi, c'est quel type de culture on veut. Parce que effectivement, quand on subsidie... On veut ou on a... Parce que la culture, elle préexiste au parti. C'est pas au parti de décider quel type de culture on veut. Là, je parle de manière générale au sein de la société. Pas forcément... Non, le PTV n'a certainement pas décidé... Non, mais je veux dire, tout l'aspect aussi d'avoir une culture populaire, parce que vous parlez effectivement qu'il y a une certaine culture qui est subsidiée, et effectivement, j'entends aussi que c'est celle-là qui reçoit aussi les subsides, et puis il y a tous les oubliés à côté. Donc tout l'aspect créatif, on va dire large au sein de la société n'est pas toujours très représenté. Donc, et l'accès aussi à la culture pour la population, c'est un grand débat qu'on doit avoir aussi. Maintenant, je pense que c'est plutôt là-dessus que je débattrai et je ne vais certainement pas... Je ne vais pas dire ce qu'il va falloir faire vraiment en thème ou en sujet culturel. Alors je vous propose à présent de passer à nos têtes d'affiche. Je vais vous proposer une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actu. Vous en choisissez une. Cathy Mignon, on vient de la voir, la nouvelle directrice du Rideau. Christian Lamouline, le futur bourgmestre de Berchem. Jürgen de Lancer, le nouveau chef de la zone Police Midi. Ou Zakaria Moussa, l'animateur d'Anissens 25, décédé inopinément cette semaine. Alors qui choisissez-vous ? Cathy, Christian, Jürgen ou Zakaria ? Je vais prendre Zakaria. Parce que s'il y a bien quelque chose aussi qu'on a vu émerger pendant cette crise du Covid, c'est aussi toute la solidarité pour aider les plus démunis, tous ceux qui n'avaient plus rien en fait, donc notamment les personnes sans abri. Et voilà, on est vraiment... en fait très triste de la disparition d'un jeune justement qui s'est investi là-dedans, qui a donné beaucoup de son temps, qui s'est révélé aussi, et c'est pas le seul témoignage qu'on a dans ce sens-là aussi, avec des jeunes qui ont trouvé un but dans ce moment de crise et qui disent voilà, ça nous a fait grandir, ça nous a fait mûrir, et on a trouvé quelque chose de bien à faire. Et voilà, moi je trouve que je voudrais surtout souligner tout ce positif et vraiment très triste que ce soit ce genre de personnes aussi qui disparaissent. Oui, qu'on en parle là. Alors qu'on en a tant besoin au sein des quartiers. Ouais. On a fait des reportages sur ce genre d'action de solidarité, effectivement. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous ravit, laquelle vous énerve, vous en choisissez une. Brantano, qui a décidé de fermer des magasins. Il y a 3 fois plus de cyclistes à Bruxelles pendant la crise du Covid. Il y aura bientôt 146 000 Belges au chômage, selon le bureau du plan. Il y a eu un foyer de Covid chez des tennismen à cause de Novak Djokovic, ou des fans de K-pop qui ont perturbé un meeting de Trump à Tulsa, Arizona. Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? Le choix est compliqué. Ah, c'est normal. Je vais plutôt prendre les 146 000 Belges au chômage. Ouais.
les effets de la crise. Je l'ai déjà souligné tout à l'heure, on est quand même face maintenant à une grave crise économique qui va nous tomber dessus, qui est déjà en train de commencer, mais qui ne va certainement pas s'arranger dans les mois à venir. Est-ce qu'il faut interdire aux entreprises de licencier ? Oui, en tout cas, la levée du moratoire sur les faillites ne tombe vraiment pas bien, parce que c'est pas que ça va aller mieux dans les mois à venir. Et je pense que maintenant, il y a tout le débat, et c'est ça qu'on veut amener avec notamment notre taxe Corona, de qui va payer la crise. Et donc, si effectivement on ne fait pas contribuer les grosses fortunes, et quand je parle de grosses fortunes aussi, ce sont celles qui se sont enrichies pendant la crise, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, famille Colruyt, tout ce qui est Amazon, etc., l'e-commerce. Ils ne sont pas si nombreux par rapport à tous ceux qui vont fermer. Non, mais juste montrer que voilà, tout le monde n'a pas perdu non plus. Il y a des familles qui se sont enrichies pendant la crise, et que si on ne les fait pas contribuer, elles, et de manière plus large, c'est pas nouveau, je veux dire, le PTB vient depuis longtemps avec ce débat, c'est sur les travailleurs que ça va retomber. Mais est-ce que vous ne confondez pas la richesse et le patrimoine, parce qu'elles se sont enrichies virtuellement, parce que leurs actions ont pris de la valeur, mais elles peuvent aussi bien retomber, et ils n'ont pas vendu ces actions. Donc c'est un enrichissement virtuel. Comment est-ce qu'on peut taxer un enrichissement qui n'est pas établi, qui n'est pas fiscal, comptable ? Mais oui, évidemment, on va, si on met une taxe Corona en place, c'est évidemment aussi sur la question du patrimoine, mais le patrimoine, il ne vient pas de rien non plus. Il vient parce qu'on a pompé sur toutes les richesses que les travailleurs ont produites dans la société. Donc il y a quand même un lien entre les deux. Alors peut-être que maintenant, on est dans une période, effectivement, ils n'ont peut-être pas forcément encore touché leurs dividendes, etc. Mais je veux dire, ce n'est pas déconnecté l'un de l'autre. Mais de toute façon, si on ne les fait pas contribuer pour une redistribution des richesses au sein de la société, pour pouvoir effectivement éviter les licenciements, qu'on puisse maintenir les revenus des travailleurs, qu'on puisse faire des investissements, que ce soit dans les soins de santé, mais dans le reste aussi des services publics, parce qu'on voit que les services publics, quand même, en temps de crise, c'est ce qui nous sauve. Donc j'espère qu'on a bien pris conscience maintenant qu'on n'a pas intérêt à les détricoter si jamais il y a une autre crise du même genre qui arrive. Et donc, cet argent, il faut bien aller le chercher quelque part, si on veut aussi que l'économie puisse continuer à tourner, parce que c'est de ça aussi qu'on parle. Si on ne maintient pas les revenus, si on ne maintient pas l'emploi, c'est toute l'économie aussi qui va continuer à s'écrouler. De dépenser déjà pas mal d'argent. Oui. Maintenir l'emploi, c'est encore en dépenser, en fait, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Donc l'addition sera encore plus salée. Pour la route, les mots du temps du Covid, je vais vous proposer des mots qu'on a beaucoup entendus ces 3-4 derniers mois. Vous allez me dire lequel pour vous était une révélation. La bulle, par exemple, cette notion de bulle. S'épivarder, c'est Élodie Roupeau qui a utilisé ce terme-là. Présentiel, on a beaucoup parlé de réunions présentielles. Le taux de bague, bon, c'est pas spécialement archi nouveau, mais enfin c'est quand même bien utilisé. Et finalement, la célèbre chloroquine du professeur Raoult. Alors, quel est le mot qui était une révélation pour vous pendant ces 3-4 mois ? Je dirais surtout la bulle, la notion de bulle. Oui, c'était vraiment tout à fait nouveau, quoi. Et alors, on avait nos petites bulles, tout le concept aussi de casser la chaîne grâce à ces bulles, et ce qui a été aussi difficile à vivre, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles qui n'ont pas pu voir leurs parents pendant des longues périodes. Mais dites-moi, au PTB, vous n'avez pas des cellules ? Non, nous n'avons pas de cellules. Non, parce que sinon, cellules et bulles, on va dire, c'est presque la même chose. Alors, vendredi, on a célébré les 60 ans de l'indépendance du Congo, l'occasion de réfléchir sur le rôle de la Belgique, des Belges, de la famille royale. La Chambre lance une commission vérité et réconciliation. On devrait aboutir à des excuses qui ont tardé. Blocage expliqué par Louis Michel, c'était dans Versus. Au moment des excuses pour le meurtre de Lumumba, au moment du pardon au Rwanda, des voix essentiellement, je vais dire, de culture catholique se sont élevés pour s'y opposer, et ils étaient pas très heureux de ça, parce que je ne vais pas faire leur procès non plus, mais il est clair que cette espèce de chape de plomb qui a pesé sur ces discussions-là venait aussi de là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu demander pardon au Rwanda, ou nous excuser, ou présenter nos excuses pour le crime contre de Lumumba, de Patrice Lumumba, si ça avait été dans une autre coalition que dans celle qu'on était. Alors donc, on revient là sur le passé, sur ces 60 ans. D'abord, tout le monde au niveau politique a l'air plutôt d'accord qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut étudier l'histoire, et peut-être qu'il faut s'excuser derrière, ça a l'air assez général. C'est vraiment un grand moment qui se passe, c'est un momentum pour
finalement pour la lutte antiraciste et la lutte contre la colonisation? En tout cas, c'est un moment à saisir. Maintenant, il faudra voir effectivement ce qui va réellement se mettre en place dans tout ce que vous avez dit. Hein. Donc, il y a beaucoup de débats sur notamment les statuts de Léopold II pour le moment, etc. Mais peut-être je pense que effectivement, vous avez raison, c'est très important maintenant de pouvoir enseigner sur la colonisation notamment, parce que moi personnellement, j'ai pas eu de cours à l'école là-dessus. Donc ça fait partie... On peut peut-être vérifier, parce que c'est parfois des questions de génération. Stéphanie, vous avez des cours sur le Congo et la colonisation? Non. Et moi, vous, on m'a expliqué que Léopold II avait vaillamment vaincu les Arabes qui prenaient les Noirs en esclavage. Après, je me suis renseigné, je me suis rendu compte... Glorification, quoi. Moi, j'ai rien eu non plus. Donc, effectivement, mais ça, la ministre Caroline Désir a dit, on va l'inscrire maintenant d'office dans tous les programmes, pas seulement aux techniques et professionnels. Donc ça, il y a quand même des choses qui vont avancer. Oui, et après, il faudra voir aussi le contenu qu'on va mettre, hein, parce que, je veux dire, il y a d'abord, il y a premièrement l'aspect qu'il en a fait, donc Léopold II a fait du Congo sa propriété personnelle, le fait qu'il a quand même été, donc il avait un esprit mégalomane, hein, donc c'était dans la période aussi où il y avait, pas que la Belgique d'ailleurs, il y avait d'autres pays européens avec les colonies, etc., parce qu'il fallait trouver des marchés, des ressources premières aussi, ce qui a permis d'enrichir la Belgique, ça il ne faut pas l'oublier non plus, sur le dos justement d'exploitation des populations au Congo et pas qu'au Congo, dans d'autres pays d'Afrique aussi. Ça, je pense que c'est important quand même de faire comprendre. Et à l'époque, il avait été soutenu aussi par des banquiers bruxellois, notamment, pour pouvoir coloniser le Congo petit à petit. Donc ça, c'est des choses pour nous qui sont très importantes à enseigner, parce que au-delà des tortures, des mains coupées, de l'exploitation qu'il y a eu, ça a permis d'enrichir aussi de l'industrie ici en Belgique. C'est le système économique, c'est ça? Voilà, il faut remettre ça aussi dans le contexte économique de l'époque. Ça, c'est une première chose. Et puis, ne pas délier ça non plus de ce qui se passait en Belgique à l'époque. Donc, on était au début aussi des luttes ouvrières. Et donc, il y a eu des massacres au Congo et il y a eu des massacres des ouvriers ici en Belgique aussi, dont la plus connue en 1886, où l'armée, la police est intervenue et a tué des gens qui juste revendiquaient. Il ne faut pas l'oublier, c'était le début aussi. Toutes ces luttes ont permis de mettre nos premières lois sociales sur pied. Et donc, voilà. Et alors, par rapport au racisme, je suis vraiment d'accord que c'est très important, parce que dans le même temps qu'on exploitait les populations au Congo, il y a toute l'idéologie raciste qui disait, voilà, ce sont des êtres inférieurs, tout le paternalisme qu'on connaît, on va aller les civiliser, etc., comme s'ils n'étaient pas capables de pouvoir reconstruire une société eux-mêmes. Voilà, c'est toute une idéologie qui a été mise sur pied aussi pour justifier l'exploitation au Congo. Et donc c'est très important de pouvoir expliquer ça au niveau de la jeunesse chez nous à l'heure actuelle, parce que ça va aider évidemment dans la lutte contre le racisme aujourd'hui aussi. Stéphanie Meyer. De leur en parler, d'en discuter aussi avec eux dans les classes. Donc on l'a dit, Caroline Désir propose de mettre ça au programme pour tous les aspects de la communauté française, parce qu'il y a différentes filières. Mais on voit côté néerlandophone, il y a une proposition similaire du SPA et de Groen, et qui était recalée par les autres partis néerlandophones, disant que c'est déjà dans les compétences clés. Donc c'est pas encore totalement acquis. À Bruxelles, on a quand même pas mal d'écoles néerlandophones qui sont là. Mais donc on sent maintenant qu'il y a quand même un moment un peu clé où ce débat il couvre depuis des années et des années. Maintenant, il faut un peu avancer là-dessus. Ça a traîné fort longtemps. Moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez. J'ai vu la semaine dernière un reportage de France 3, je crois, sur les mineurs, où il y a des gens qui sont encore vivants, qui expliquent qu'à 13-14 ans, ils ont dû descendre dans la mine, et ce qu'ils racontent est épouvantable, ils ont encore les larmes aux yeux. Et donc, quand on remet en contexte la colonisation, en général, pas que Léopold II, finalement, on a l'impression aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, qu'il y a une sorte d'opposition entre le ressenti des Africains, afrodescendants ou citoyens belges noirs par rapport au ressenti d'un nombre important de citoyens belges blancs, où ils ont l'air d'être opposés, alors qu'en réalité, l'exploitation de l'homme par l'homme a été exactement la même. C'est ça.
Tout à fait. Et c'est clair qu'on ne doit pas du tout les opposer. C'est pour ça que j'insiste vraiment qu'il y a eu le côté au Congo et puis il y a eu toutes les luttes ici en Belgique. La seule différence, c'est qu'au Congo, on a rajouté une couche avec le racisme pour justement justifier cette exploitation. Ce que les ouvriers en Belgique n'avaient pas. Et des pertes de vie. Et donc je voudrais vraiment insister aussi parce que donc on sent que c'est tendu effectivement le débat sur par exemple est-ce qu'on retire les statues de Léopold II et tout. Donc ici, il n'est pas du tout question dans ce cadre-là d'effacer l'histoire, que du contraire, justement. On veut pouvoir maintenant reconnaître des choses qui sont encore tabous et qui ne sont pas enseignées. Maintenant, on n'a en fait une seule vision sur l'histoire. Donc vous voyez les statues de Léopold II qui en fait le glorifient. Vous l'expliquez très bien, la manière dont on vous a enseigné. Cette partie-là, parce qu'économiquement, il a été important pour la Belgique aussi. On va partir de débat sur le dos de nouveau de l'exploitation. Mon point de vue. Je vous propose de passer à notre dernier sujet d'actu, le tourisme. Alors, est-ce que les touristes reviennent à Bruxelles ? Visit Brussels a démarré une grande campagne de promotion pour faire revenir les touristes. D'abord les Bruxellois, puis les autres Belges, puis ceux qui habitent tout près. Et on a commencé par eux, c'était le week-end dernier, la première fois qu'ils venaient, des touristes par exemple qui venaient de Wallonie ou du nord de la France. Reportage Christophe Durand et Thibaut Nuigy. La Grand Place il y a 2 mois et la Grand Place ce samedi après-midi. À défaut d'un retour à la normale, il y a bien un monde de différence grâce à la venue ce week-end à Bruxelles de touristes venus notamment du nord de la France. C'est la première fois que j'y mets les pieds. Pourtant j'habite à Lille, donc à moins 1h30. Ça nous fait plaisir, on se retrouve entre amis et on est frontalier avec la Belgique, donc on est ravis de venir ici. Aujourd'hui on a mangé dans un restaurant et puis là on va aller à une exposition. Une bouffée d'oxygène pour ces touristes comme pour l'économie bruxelloise qui bénéficie aussi du retour des touristes belges. Nous venons de Mons. Pourquoi êtes-vous à Bruxelles aujourd'hui ? Notre fils habite Bruxelles et on avait envie de retrouver un peu l'ambiance de la Grand Place. Ça fait du bien, surtout qu'il fait bon, donc on prend l'air, c'est chouette. Et pour monsieur aussi, pour la calèche, il a fait des annonces à la télé et à la radio, donc voilà, on vient renflouer les caisses. La fréquentation touristique dans la capitale ne devrait aller qu'en s'améliorant, mais un retour à la normale n'est pas encore à l'ordre du jour. Depuis l'ouverture des frontières en Europe, on observe quand même une augmentation des recherches sur Internet, des recherches des informations touristiques sur Bruxelles. Mais ceci dit, on est encore loin, voire très loin du niveau d'avant la crise. Visit Brussels lance dès lundi sa campagne No Brussels Without Us, pas de Bruxelles sans nous, pour donner envie aux Belges de venir découvrir ou redécouvrir leur capitale. Alors Stéphanie Meyer, il y a encore du travail, parce que les touristes ne sont pas encore vraiment là en masse. Non, quand on va voir du côté des hôtels comment ça se passe, il y a un taux d'occupation à peu près de 4% des chambres contre 80% en temps normal à cette période-ci de l'année. C'est plutôt de l'excursion. Oui, ici c'est plutôt ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on prend les choses dans l'autre sens, les Belges qui peuvent aller à l'étranger, il y a quand même encore 5 pays qui nous blacklistent complètement, on ne peut plus aller, et 12 qui mettent des restrictions à l'arrivée des Belges sur leur territoire. Mais donc ça veut dire qu'à l'inverse, dans ces pays-là, le message qui est donné par rapport à la Belgique, c'est sans doute pas un message qui est d'une situation sanitaire totalement sous contrôle. Donc on ne peut pas trop s'attendre à voir le public venir de ce côté-là. Françoise de Smet, est-ce que les touristes vont revenir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer un peu cette économie qui est importante à Bruxelles ? Absolument, absolument. Donc je pense que d'abord... tout le monde a besoin de vacances. Et oui, ça c'est clair qu'on aimerait bien que les touristes puissent revenir, évidemment en respectant les mesures sanitaires, ça c'est sûr. Donc il faudra à chaque fois voir le contexte, si le virus se propage ou pas, ça on devra toujours juger. Mais je pense effectivement que c'est important qu'ils reviennent parce qu'on a beaucoup d'horeca à Bruxelles. Vous le disiez, les hôtels qui sont très peu remplis, mais c'est aussi les restaurants, c'est aussi les cafés qui bénéficient de tous ces touristes. Et donc je pense que tant que la situation ne revient pas à la normale, il va continuer à falloir les aider d'une manière ou d'une autre. Et donc on avait proposé notamment qu'au niveau des loyers commerciaux, il y en a qui puissent sauter pendant quelques mois, ou en tout cas qu'on réduise le montant, parce que c'est des frais fixes qui
croulent, qui les font Donc crouler. l'idée, c'était quoi dans ce cas-là? De demander aux propriétaires de ne pas réclamer le loyer, c'est ça? Oui, et donc ça s'est déjà fait. Donc au mois d'avril, il y a des loyers qui n'ont pas été demandés. Et donc, par exemple, pour les cafetiers, ils dépendent beaucoup des grandes entreprises comme AB InBev, pour des brasseurs, des gros brasseurs. Et en fait, derrière ces gros brasseurs, on voit aussi qu'il y a des gros promoteurs immobiliers comme Cofinimo, en fait, donc c'est AB InBev qui loue à Cofinimo avant de louer aux cafetiers. Donc voilà, on pense que c'est des gens qui ont des épaules, en tout cas, pour se permettre d'aider ces petits cafetiers en diminuant certainement leur... taxe Corona déjà un peu organisée, ça, leur demander de ne pas toucher le loyer. Ce sont des frais fixes vraiment qui sont... Allez, quand vous n'avez pas de personnes qui viennent consommer chez vous, évidemment, si vous devez payer 3 000 € de loyer, c'est un chiffre que je donne comme ça, je ne connais pas hyper bien la situation, mais on est certainement dans ces auteurs-là. Il faut y aller. Donc, mais ça, c'est quand c'est les brasseurs, mais quand c'est une personne lambda qui a... moi, je connais une personne qui possède un espace restaurant, et c'est tout ce qu'elle a comme revenu, et c'est ce qu'elle loue. Donc, si on lui retire ça, elle a zéro. Absolument. Donc ça, on fait bien évidemment une distinction, mais il y a quand même beaucoup de cafetiers, on s'est quand même renseigné, qui dépendent justement de ceux qui ont de fortes épaules. Pour les autres, bien entendu, ça, on ne va pas pénaliser. De toute façon, on préfère que les touristes reviennent, surtout. C'est ça qui est important. Absolument. Voilà. Donc, et sinon, on peut conseiller à tout le monde d'aller encourager l'Horeca et d'aller... Tout à fait. D'aller boire un bon petit verre en terrasse avant 1h du matin, en respectant les mesures sanitaires. Exactement. On va passer à présent à nos coups de cœur. Stéphanie, on commence par vous avec un livre. Voilà, moi je vous propose d'oublier le Covid et les soubresauts politiques des jours actuels et futurs, et se déconnectons complètement avec un roman qui s'appelle Shantaram et qui nous emmène en fait dans les rues grouillantes de Bombay où vit un évadé d'une prison australienne. Alors c'est pas un roman très neuf parce qu'il date de 2003, mais il vient de sortir en livre audio avec une voix, et quelle voix, celle de l'acteur français Damien Witeka, qui nous prend avec lui et nous emmène, et je trouve que ça permet vraiment de se changer complètement les idées. Donc vous êtes une fan des livres audio? Oui, j'aime assez, oui. Et puis en plus, la couverture, elle est assortie à votre chemise. Oui, mais c'est fait. Moi, je suis plutôt dans des tons africains. Alors, on va passer à Marcel. Lui aussi, c'est un livre. Oui, c'est un livre de croquis de Pascal Pader, le caricaturiste, qui a eu l'idée, finalement, de donner, de permettre aux gens de profiter de leur temps, hélas, libre, en apprenant à dessiner et en caricaturant principalement des jours de foot. Alors, moi, je ne suis pas du tout foot, mais il y a notamment aussi la caricature de Maï Debloc qui m'a défié de refaire. Oui, là c'est Michel Prudhomme, mais qui m'a défié de faire, et je lui promets que je lui ferai. Donc voilà, apprendre à dessiner pendant le Covid. C'est vrai que là on voit que c'est pas si difficile de faire une caricature. Oui, enfin vu comme ça, ça a l'air facile, mais vous pouvez le refaire à main levée. Moi je fais des patates quand je dessine. Et moi je voulais vous parler de Space Force et avec Steve Carell, c'est sur Netflix, c'est 10 épisodes. Alors c'est déjanté, c'est burlesque, sur une nouvelle unité créée par un président qui ressemble à une espèce de Trump, une armée spatiale américaine dont la tâche est de coloniser la Lune, puis après Mars, et surtout de se battre contre les Chinois, les Russes, les Indiens pour essayer d'être les premiers sur place. On parle même de la Belgique, puisqu'il y a un chercheur belge au sein de l'équipe de Steve Carell. C'est très amusant pour ceux qui aiment l'humour de Steve Carell. Et vous, Françoise de Smet, est-ce que vous avez quelque chose à conseiller, à faire, maintenant qu'on peut sortir, qu'il y a de plus en plus de choses à faire à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un conseil à donner? Je dirais oui, s'aérer. Enfin, moi, je suis assez nature, mais du fait que j'habite en ville, j'aime bien m'aérer. Vous allez écoutez, où, vous savez, dans quel parc vous allez? J'ai découvert justement le week-end dernier, j'étais jamais allée, c'est la vallée de la Pède, donc qui est accessible en transport en commun
à partir de Bruxelles. Donc je pense que voilà, pour les Bruxellois qui ne savent pas forcément facilement se déplacer, ça peut être bien. Et vous vous retrouvez en fait en pleine nature, au milieu des champs, et toujours sur la région bruxelloise. C'est assez fou en fait. Et donc c'est vraiment un beau coin de verdure à découvrir. Il y a moyen de faire du vélo aussi là-bas. Donc, voilà. Donc la vallée de la paix de Anderlecht. À Anderlecht, tout à fait. Merci à tous, l'invité, les chroniqueurs. On se retrouve en septembre. Mais tous les samedis de l'été, je vous donne rendez-vous pour une version estivale des experts. C'est les leçons du Covid, les leçons à tirer du Covid. Samedi prochain, on démarrera avec les leçons politiques à tirer du Covid avec Pascal Deluit. Bon week-end à tous.